Chapitre 3, ondes et particules, grand 2, rayonnement et particules. Je rappelle tout d'abord que la nature du rayonnement électromagnétique, puisque c'est ce rayonnement dont il est question dans ce paragraphe, ce rayonnement électromagnétique est la propagation d'une perturbation électromagnétique elle peut se propager, on a vu, dans le vide ou dans un milieu matériel. La propagation se fait par un corpuscule qui s'appelle un photon, d'où le caractère à la fois d'onde et de corpuscule du rayonnement électromagnétique dont nous reparlerons en cours d'année. Étudions, petit 2, le spectre de ce rayonnement électromagnétique. Nous allons tracer donc le spectre. C'est en fait la nature des ondes électromagnétiques en fonction de leur longueur d'onde en mètres. Ce schéma n'est pas du tout à l'échelle, c'est juste pour qu'on puisse visualiser ici les différents types de rayonnement électromagnétique. Vous avez entre une longueur d'onde de 400 nanomètres et 800 nanomètres, ce qu'on appelle la lumière visible. « 400 nanomètres correspond au violet et 800 nanomètres correspond au rouge. Pour les autres types d'ondes électromagnétiques, nous allons donner des ordres de grandeur. Alors le schéma, comme je l'ai dit, n'est pas du tout à l'échelle. Par exemple, entre 800 nanomètres et 10-3 mètres, nous avons les infrarouges, IR. Entre 10-3 mètres et 1 mètre, donc 10 puissance 0 mètres, nous avons les micro-ondes, utilisées bien sûr dans les fours à micro-ondes, mais aussi pour transmettre les ondes, par exemple dans les téléphones portables, à moindre puissance bien sûr que pour les micro-ondes. Et nous avons au-dessus d'1 mètre ce qu'on appelle les ondes radio, utilisées par exemple pour la modulation de fréquence ou pour les grandes ondes radio. De l'autre côté de la lumière visible, nous avons jusqu'à 10 puissance moins 8 mètres, ce qu'on appelle les ultraviolets. Donc dans ce côté-là du spectre électromagnétique, les lumières sont beaucoup plus dangereuses que de l'autre côté, à énergie égale bien sûr. Donc, par exemple, les UV peuvent brûler la peau, mais peuvent entraîner des lésions beaucoup plus importantes. Encore plus dangereux, donc entre 10 puissance moins 8 mètres et 10 puissance moins 11 mètres, nous avons les rayons X, utilisés bien sûr pour faire de la radiographie, mais ils sont extrêmement dangereux aussi, plus dangereux que les UV bien sûr. Donc plus la longueur d'onde diminue, plus c'est dangereux. Et encore plus dangereux, ce qui est produit dans les centrales nucléaires ou sur les étoiles, ce qu'on appelle les rayons gamma. Reprenons ici. Donc si ici la longueur d'onde augmente en mètres, que se passe-t-il pour la fréquence? Alors la fréquence pour une onde électromagnétique n'est pas notée F, mais notée par la lettre grecque nu. Et on sait que nu est égal, par exemple dans le vide, à C sur lambda. On vérifie avec les unités. Nu est en Hertz, C est en mètres seconde moins 1.
lambda est en mètres, on voit bien que de chaque côté de l'égalité, puisque les mètres se simplifient, les unités sont homogènes, puisque des hertz correspondent à des secondes moins 1. Calculons par exemple nu pour une longueur d'onde de 400 nanomètres. Donc nu est égal à C, donc 3 fois 10 puissance 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, divisé par 400 nanomètres, c'est-à-dire 400 fois 10 puissance moins 9 mètres. On obtient nu est égal à 7,50 fois 10 puissance 14 Hertz. Donc on se rend compte que, d'après la formule également, si la longueur d'onde augmente, la fréquence diminue, et si la longueur d'onde diminue, bien sûr, la fréquence augmente, ce qui montre que l'évolution de la fréquence va se faire dans le sens opposé à l'évolution de la longueur d'onde, comme ceci. Donnons maintenant quelques indices pour travailler sur vos études de documents. Tout d'abord, troisièmement, quelles sont les différentes sources de rayonnement. J'entends par là quels sont les différents objets célestes sources de rayonnement. Donc bien sûr, il y a le Soleil, donc source bien sûr de lumière visible, mais également d'autres lumières. Nous le verrons un peu par la suite. Les autres étoiles. Les étoiles qui explosent, par exemple les supernovas. Le fond cosmologique, c'est-à-dire le fond de l'univers qui se situe à 3,6 années-lumière et qui correspond aux premières lumières émises par l'univers. Les gaz chauds, souvent ce sont des nids qui correspondent à peu près à ce qu'on appelle des pouponnières entre guillemets d'étoiles, mais aussi les étoiles à neutrons et bien sûr d'autres choses. Ceci n'est qu'un début de liste, un début d'exemple. De la même façon, il existe aussi des causes d'absorption du rayonnement. D'absorption, avec un P, ce sera mieux. Voilà, absorption du rayonnement. Citons deux exemples. Les nuages de gaz interstellaires, qui veut dire entre les étoiles, donc ceux qui n'émettent pas de lumière par exemple. Donc par exemple on ne voit pas en lumière visible la Voie lactée à cause de ces nuages interstellaires, mais aussi pour les appareils de mesure qui sont situés sur Terre, l'atmosphère terrestre absorbe du rayonnement, en particulier dans certaines longueurs d'onde, et bien heureusement pour nous, parce que ça absorbe pas mal d'UV, c'est la protection qui est liée à la couche d'ozone qui est en haute atmosphère et qui absorbe une grande partie des ultraviolets émis par le Soleil. Cinquièmement, maintenant, quels sont les détecteurs? Petite liste de détecteurs pour vous donner une idée de ces rayonnements électromagnétiques. Alors, il y a différents types de détecteurs. Les plus simples, ce sont les antennes. Alors, comment fonctionnent les antennes? Ce sont des fils, par exemple. Donc, quand ils sont soumis au champ électromagnétique, des charges se déplacent dans les fils. Donc, des charges se déplacent dans
les fils dans le circuit en fonction du champ électromagnétique. Vous avez également ce qu'on appelle les cellules ou les caméras CCD, les photodétecteurs, tout ce qui ressemble à nos appareils photo numériques, qui eux sont basés sur un effet qu'on appelle l'effet photoélectrique, qui est d'ailleurs un effet qui prouve l'existence du photon, puisque cette particule va donner de l'énergie aux électrons des atomes sur cette cellule. Donc le photon de l'onde électromagnétique va donner de l'énergie aux électrons qui se situent sur cette cellule, et ces électrons vont se déplacer pour former un courant électrique. Donc la lumière est transformée en courant électrique. De la même façon, il existe aussi ce qu'on appelle des calorimètres. Cette fois-ci, le rayonnement électrique chauffe un objet, et ce chauffage est mesuré par un thermocouple. En résumé, tous ces systèmes de détection transforment l'énergie des ondes électromagnétiques en une énergie et un signal électrique exploitable par nos instruments d'analyse.